Chez le bouquiniste aujourd'hui, La guerre des salamandres de Karel Čapek. Magnifique couverture qui n'a encore absolument rien à voir avec le contenu. Mais qui c'est cet auteur? Il s'agit du gars qui a inventé le mot robot dans sa pièce de théâtre Rur en 1920. Et ouais, Čapek étant un romancier tchèque, le mot robot vient du tchèque et signifie en gros travailleur. Mais c'est la guerre des salamandres qui nous intéresse aujourd'hui. Ce roman est sorti en 1935 et l'édition que je vous présente date de 1986. Il se présente un peu sous forme de chronique, allant de la découverte des salamandres marines géantes à leur expansion. Le découpage en chapitres montre au lecteur des points de vue différents. Celui du capitaine farfelu qui découvre et fait proliférer les créatures, celui des scientifiques qui les étudient, de l'agent d'entretien du Muséum de Londres, d'un magnat des affaires ou du majordome de ce dernier, entre autres. Mais ce sont les salamandres elles-mêmes les véritables héroïnes. Elles vivent dans l'eau, bien sûr, mais peuvent aller sur Terre, en mode bipède et uniquement la nuit. Elles ont la peau lisse et noire, sans écailles ni poils. Elles sont inoffensives pour les humains, bien qu'elles leur fassent très peur la plupart du temps. Elles sont pacifistes et corvéables à merci, et capables par la suite de parler si on leur apprend, même de lire, et puis de faire tout un tas d'autres choses, que je vous laisserai découvrir. Évidemment, nous, les hommes, on leur tire dessus, on les tue, notamment à cause de la peur qu'elles inspirent, on les exploite, on les exhibe, et tout un tas d'autres joyeusetés. Ce roman dystopique est une critique de la société contemporaine à l'auteur, mais toujours tellement d'actualité. Une critique du communisme, du nazisme, du capitalisme, du racisme et j'en passe. Problèmes écologiques, croyances à la toute-puissance du progrès, mondialisation économique, etc. Les thèmes abordés n'ont pas pris une ride. Un seul regret que cette œuvre n'ait pas la même aura que Le Meilleur des Mondes ou 1984 par exemple. Quelle que soit la couverture, foncez lire ce chef-d'œuvre de la science-fiction. Restez avec nous pour apprécier la lecture de quelques extraits. Sir Charles s'approcha du bassin. Il n'y vit que la salamandre, assise, immobile et droite. « Qui m'a parlé ?»« Andy, monsieur, dit la salamandre. Qui êtes-vous ?»« Wigham, hoqueta Sir Charles ahuri. »« Enchanté, dit poliment Andy. Comment allez-vous ?»« Que diable hurla Sir Charles. Greggs, Greggs !» Monsieur Thomas Greggs, essoufflé et inquiet, entra en coup de vent. « Monsieur ?»« Greggs, qu'est-ce que cela signifie ?» cria Sir Charles. « Il est arrivé quelque chose, monsieur ?» bégaya M. Greggs. « Cette bête parle !»« Excusez-moi, monsieur, dit M. Greggs, navré. »« Il ne faut pas faire ça, on dit. Je vous ai déjà dit 1000 fois que vous n'avez pas à importuner les gens avec vos bavardages. »« Je m'excuse, monsieur, cela ne se reproduira pas. »« C'est vous qui avez appris à parler à cette salamandre ?»« Mais c'est elle qui a commencé, se défendit M. Greggs. »« J'espère que cela ne se reproduira plus, Greggs, dit sévèrement Sir Charles. Je vous aurai à l'œil. Messieurs, veuillez vous rendre compte des avantages de cette collaboration. Le syndicat des salamandres ne se contentera pas de fournir des salamandres, mais aussi tous les outils et aliments pour les salamandres. Maïs, fécule, graisse de bœuf et sucre pour des milliards d'animaux dont il faut compléter l'alimentation naturelle. Il fournira aussi les transports, les assurances, la surveillance de vétérinaires, etc. Tout cela à des prix qui nous garantissent, sinon un monopole, du moins une supériorité écrasante sur tout concurrent qui voudrait vendre des salamandres. Qu'un concurrent se présente, messieurs, il ne fera pas long feu. Mais ce n'est pas tout. Le syndicat des salamandres fournira tout le matériel de construction pour les travaux hydrauliques exécutés par les salamandres. C'est pourquoi nous aurons l'appui de l'industrie lourde, du ciment, du bois de construction, de la pierre. C'est à ce moment-là que je me suis mise à me demander quel trouble se manifesterait chez le professeur Devrient si on lui ôtait le lobe cervical frontal droit. Comment le souriant docteur Okawaga réagirait à une irritation électrique et comment se comporterait le professeur Riemann si on lui écrasait le labyrinthe auriculaire. Je fus aussi saisie d'une certaine incertitude quant à ma propre aptitude à discerner les couleurs et quant aux facteurs de mes réflexes moteurs. J'étais torturée par le doute. Avons-nous, dans un sens strictement scientifique, le droit de parler de notre vie intellectuelle, je parle de la vie intellectuelle humaine, tant que nous ne saurons pas découper les lobes cervicaux les uns aux autres ou que nous n'aurons pas coupé nos trajets sensoriels. En réalité, nous devrions nous jeter les uns sur les autres, armés de scalpels, pour étudier réciproquement notre vie intellectuelle. Quant à moi, je serais prêt dans l'intérêt de la science à casser les lunettes du professeur Dubosc ou à envoyer les décharges électriques dans la calvitie du professeur Dieten pour publier ensuite un article sur leurs réactions. En vérité, je les imagine fort bien, ces réactions. Ce que j'imagine moins bien, c'est ce qui peut se passer dans l'âme d'Andreas lors de telles expériences.
Mais j'estime que c'est un être bien brave et d'une infinie patience, car aucune des sommités n'a laissé entendre dans son rapport qu'Andrias se serait mis en colère. La peau des salamandres, en elle-même de mauvaise qualité, peut être moulue et pressée. Le cuir artificiel ainsi obtenu est léger, assez solide et pourrait remplacer la vache. La graisse des salamandres est immangeable, vu son goût répugnant, mais elle convient au graissage technique, car elle ne gèle qu'à de très basses températures. De même, la chair des salamandres était considérée comme non comestible et même vénéneuse. Mangée crue, elle provoque en effet de violentes douleurs, des vomissements et des hallucinations. Après de nombreuses expériences pratiquées sur sa propre personne, le docteur Hinkle a constaté que ces effets nocifs disparaissent quand la chair est blanchie à l'eau bouillante, comme dans le cas de certaines amanites, et plongée après un bon lavage dans une faible solution de permanganate. Ensuite, on peut la faire bouillir ou la cuire à l'étuvée, son goût est celui des bas morceaux de bœuf. Nous avons ainsi mangé une salamandre que nous appelions Hans. C'était un animal intelligent et cultivé avec un don particulier pour le travail scientifique. Hans était employé comme garçon de laboratoire dans la section du docteur Hinkle, et on pouvait même lui confier de délicates analyses chimiques. Nous passions de longues soirées à causer avec lui, nous délectant de son inextinguible soif de savoir. Malheureusement, il nous fallut tuer notre Hans, car il était devenu aveugle par suite de mes expériences sur la trépanation. Sa chair était noire et spongeuse, mais n'eut pas d'effet fâcheux. Il est certain qu'en cas de guerre, la chair de salamandre peut être un succédané important et bon marché de la viande de bœuf. Grâce à son éloquence et à son incroyable énergie, Madame Louise Zimmermann mobilisa les femmes du monde entier et réunit des fonds pour fonder à Beaulieu, près de Nice, le premier lycée des salamandres. Les têtards de salamandres employés à Marseille et à Toulon y étudiaient la langue et la littérature française, la rhétorique, l'art de se tenir en société, les mathématiques et l'histoire naturelle. Les premiers examens publics des jeunes salamandres remportèrent un succès si inattendu que l'on créa immédiatement, aux frais de la Société protectrice des animaux, une école polytechnique pour les salamandres à Cannes et une université à Marseille. C'est là qu'un peu plus tard, la première salamandre reçut le titre de docteur en droit. C'était une grande époque. Nous sommes les hommes de l'âge des salamandres, disait-on avec un légitime orgueil. Voilà bien autre chose que cet ancien âge des hommes avec ses petits travaux lents, minutieux et futiles, qu'on appelait art, culture, science pure et que sais-je encore. Les hommes véritablement conscients de l'âge des salamandres ne vont pas perdre leur temps à cogiter sur l'essence des choses. Ils ne s'intéresseront qu'à la quantité et à la production en série. Tout l'avenir du monde consiste à élever sans cesse la production et la consommation. Donc il faut toujours plus de salamandres pour produire plus et manger plus. Les salamandres représentent tout simplement la quantité. Leur mérite historique est d'être si nombreuses. Ce n'est que maintenant que l'ingéniosité humaine peut fonctionner à plein rendement. Car maintenant elle travaille en série avec une capacité de production maximum et un chiffre d'affaires record. Bref, c'est une grande époque. Que nous manque-t-il encore pour réaliser, au milieu de la satisfaction de la prospérité générale, le nouvel âge du bonheur? Que nous faut-il encore pour la naissance de l'utopie tant désirée qui réaliserait tous les triomphes, toutes les magnifiques perspectives de plus en plus vastes, infinies, qui s'ouvrent à la prospérité humaine et aux ailes des salamandres? Nous assistons au dénouement de la tragédie de l'espèce humaine, commença Wolf Meinhardt. Ne nous laissons pas leurrer par sa fièvre d'entreprise et par sa prospérité technique. Ce n'est que la rougeur fiévreuse sur le visage d'un organisme déjà marqué par la mort. Jamais les hommes n'ont eu un niveau de vie aussi élevé qu'aujourd'hui, mais trouvez-moi un seul homme heureux, une seule classe heureuse, une seule nation qui ne se sent pas menacée dans son existence. Au milieu de tous les dons de la civilisation, riche comme Crésus en biens spirituels et matériels, nous nous sentons de plus en plus envahis par un sentiment d'incertitude, d'oppression et de malaise. Et Wolf Meinhardt analysait sans merci l'état mental du monde actuel, ce mélange de peur et de haine, de méfiance et de mégalomanie, de cynisme et de découragement. En un mot, concluait Wolf Meinhardt, le désespoir. Les signes caractéristiques de l'approche de la fin, l'agonie morale. Il n'y a pas de doute que le monde des salamandres sera plus heureux que ne l'était celui des hommes. Il sera uni, homogène, régi par un même esprit. Les salamandres ne se distingueront pas des salamandres par la langue, les opinions, la foi ou les exigences. Il n'y aura entre elles ni distinction de classe ni de culture, seulement une division du travail. Il n'y aura ni maître ni esclave, car tous seront au service de la grande entité des salamandres, qui sera le dieu, le roi, l'employeur et le guide spirituel. Il n'y aura qu'une nation et une classe. Ce sera un monde meilleur et plus parfait que ne l'était le nôtre.